Hey, bon ben, rebonjour! On a fait comme qu'on a dit. On a switché de l'intro. Puis Marc s'est déplacé brièvement vers l'ordinateur parce qu'on est tous les deux tout seuls. Ouais, donc je vais souvent devoir me déplacer lorsqu'on va avoir des slideshows, justement. C'est pas très grave. De toute façon, normalement, le slideshow est maîtrisé par Yann ou moi, fait qu'un de nous deux va le faire. Ouais. Donc voilà. Donc le premier sujet, c'est le design thinking. Ou la pensée design, comme on l'appelle communément. Là, j'ai mon téléphone dans les mains, vous le voyez, hein, parce que j'ai pris des notes. Fait que et nous, on est de notre temps, comme tout le monde, on va regarder vers en bas. Ça, c'est ce qui se passe dans au travail, dans la vraie vie. Ça va se passer comme ça aussi. Fait que vous allez sortir de la vraie vie pour voir des gens faire la même chose sur un podcast. Ouais, sur Internet. Effectivement. Puis, ça, je voulais parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui gravite autour de moi depuis bien longtemps, sans que je le sache. Pourquoi? Parce que, tu sais, avant de travailler au Cédrin, j'ai des connaissances autour de moi, entre autres André Gobeil. Salut le grand André Gobeil. J'ai vu un jour André donner une formation. J'ai vu André travailler, je me suis dit, bordel, c'est là ce qu'il fait, j'aimerais ça faire ça un jour. Tu sais. Puis je suis pas loin de là à l'heure actuelle parce que le design thinking ou la pensée design, c'est ce que André Gobeil est venu apporter au Cégep de Rivière-du-Loup, mais ça je reviendrai à la fin de mon intervention par rapport à ça. Ouais, d'autant plus qu'il est rendu à Chicoutimi. Une autre histoire. Une autre histoire. C'est un gars de projet. C'est un gars qui, je trouve, qui nous ressemble quand même beaucoup. C'est vrai qu'il est beau bonhomme. Ouais, c'est vrai qu'il est beau bonhomme. Mais on reviendra à la fin de l'histoire. Donc le design thinking ou la pensée design, on va y aller comme ça. C'est quoi? C'est une nouvelle façon de travailler. Je sais pas si on a des gens qui sont là puis qui parlent, qui commentent en ce moment, parce que je vois pas très bien, je suis loin, là, mais tu me diras s'il y a des gens qui pas encore. La question. Il y a ta sœur qui nous a dit qu'on lui avait fait un saut. Yo, ma sœur. Leslie-Anne, des fois que ce serait l'autre. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça, Toi, tu connais-tu un peu qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien. Ok. Connais-tu c'est quoi un peu le design thinking? Est-ce que tu non, pour vrai, j'ai vu ton sujet pis j'ai comme eu zéro le temps. Fait que là, en réalité, là, je vais être à peu près comme pas mal de gens qui vont être sur le live qui sauront pas c'est quoi. Ok. S'il y en a qui savent dans le live, qui mettent en commentaire c'est quoi, puis on va discuter autour de ça. Dans le fond, c'est une nouvelle manière de travailler, tu sais, parce que dans le temps, et encore là, malheureusement, quand on exécute une tâche, on a un problème à résoudre, on le fait, puis on le fait en silo. Vois-tu ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que tu travailles tout seul dans ton coin? Ouais, parce qu'on dit qu'on travaille en équipe, mais bon, c'est relatif. On fait plusieurs silos amènent un travail d'équipe, je pense que c'est un peu ça qu'on voit souvent. Hein? Ça, je sais pas si c'est ce que je comprends. Ça, c'est du travail, si on peut dire comme ça, c'est de la collaboration. Ça c'est dans le sens qu'on connaît tous la collaboration, collaborer ensemble, cette façon-là qu'on collabore. Le design thinking, puis là je prends mon téléphone, je vais vous lire des petites passes, puis on passera à travers ça tranquillement. C'est cette expression-là est apparue en 1960, et ça fait quand même assez longtemps que c'est là. Nouveau. C'est nouveau, même âge que moi. Puis, c'est dans le fond, c'est l'idée de faire du design de faire du design pour résoudre des problèmes. Tu vois-tu où je m'en viens? Pas tant, non? Ok, on va continuer. Est-ce que je montre le diagramme? Bon, après, parce que je vais expliquer après le diagramme. L'engouement a pogné en France dans les années 2000. Ça, c'est un problème en France. Que l'engouement pogne? Ouais, c'est ça. Ben, il y a un bon engouement actuellement, jusqu'à la Réunion, même. Ouais, mais c'est pas... c'est pas un bon engouement, ça. Ben, en tout cas. Donc, ça a pogné en France en 2000, là, puis ça a touché plusieurs domaines. La gestion, la neuropsychologie, toutes sortes de territoires, si je peux dire, je ne trouve pas le terme, mais un peu toutes sortes de domaines. Plusieurs secteurs, domaines, ouais, je comprends. Puis, en 2009, un gars qui s'appelle Tim Brown, un directeur général d'Ideo, c'est une firme associée à la Stanford Design School. Il a publié comme une thèse qui s'appelle Change by Design. Cette thèse-là, ça se résume à la nécessité des entreprises à innover en se centrant sur l'humain. OK. Là où je m'en viens, c'est pour dire que, tu sais, quand on construit un produit, mettons, t'es un entrepreneur, puis t'as un concept et tu veux vendre quelque chose. Tu te dis, hey, je vais faire ça, ça va être super bon, je vais le vendre. T'arrives, tu le vends, personne ne l'achète. Pourquoi? Parce que t'as pas centré ta conception sur un besoin réel de quelqu'un, tu sais. Donc le design thinking, c'est vraiment d'aller résoudre un problème. Au lieu de, on va se le dire, il y a quand même du marketing qui fonctionne, qui est de créer un besoin, ça existe. Mais c'est plus long et hasardeux. On peut se planter, mais on l'a vu, là. Mais ça veut dire que là, c'est l'inverse. On résout un réel problème, puis après ça, on le vend, ou on le market, ou peu importe. Là. Mais dans le fond, il y a un processus complet. Puis là, si tu veux montrer un peu la roue de ce processus-là, ça va être super pratique. Donc là, vous voyez à l'écran,
La roue qu'on a à l'écran, vous voyez, c'est catégorisé par plusieurs sections. La section, là c'est en anglais, mais je m'excuse pas parce que c'est en anglais puis c'est le même, tu sais. La section en haut à droite où c'est la section de compréhension. Ensuite, en bas, on a la section d'exploration et à gauche, on a la section de matérialisation. Donc, si on regarde en haut dans la première section, la bleue, là... J'étais sûr que c'était en français de France, vu que c'était écrit en anglais. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est pour ça. Non, c'est vrai, je connais ça sur Internet, droit d'auteur, 101. Donc, dans la section de compréhension, il faut vraiment aller faire de l'empathie, ce qu'on appelle. Okay. L'empathie, c'est d'aller t'asseoir avec la clientèle cible en question, puis de comprendre vraiment son besoin. Oh, ben, tu peux virer de bord, mais on aura besoin pour la suite de toute façon. Okay. Donc, l'empathie, c'est vraiment de comprendre, je vais passer le tour rapidement, puis Marc, tu vas voir, ce sera pas long. C'est de comprendre le besoin de la personne, comprendre le besoin du groupe, puis de mettre un terme sur cette problématique-là. Quand tu as trouvé cette problématique-là, ce que tu fais, c'est le deuxième point dans la roue, toujours dans le côté de la compréhension, c'est de le définir. Donc, il faut définir davantage c'est quoi cette partie-là, tu sais, pourquoi cette problématique-là existe, puis comment tu es allé comprendre l'empathie de la personne. Quand on descend, ensuite, on regroupe des personnes, c'est-à-dire des concepteurs, des usagers en tant que tels en eux-mêmes, ceux qui vont utiliser le produit, des idéateurs, on les assoit ensemble, puis on passe à la phase d'idéation, qu'on voit juste en bas à droite. Cette phase-là permet justement de co-créer ensemble, dans une seule et même pièce, durant un moment X, un produit qui va être utile à ceux qui vont l'utiliser. OK. Et on entend souvent dire se planter plus vite, c'est aller plus loin. Je viens de l'inventer, c'est pas vrai, c'est pas ça, mais c'est presque ça. Plus tu te plantes vite, plus tu vas être en mesure de te rattraper rapidement et d'avoir quelque chose de meilleure qualité. Je m'explique. Dans la phase complètement à gauche où on parle de prototype, là, le prototypage, c'est que tu vas aller prototyper à petite échelle ton idée, mais en groupe. Fait que tu fais l'idéation, de l'idéation sort des choses, et ensuite, ouais, tu peux changer le... Ouais. Tu peux revenir sur le truc, là, on va revenir après. De cette idéation-là, va sortir un système de prototypage, et tu vas le travailler avec une équipe. Et cette équipe-là, ce qu'ils vont faire, bien évidemment, c'est de prendre des outils, des machines en impression 3D, des Lego, et qui prennent toutes ces choses-là, tous les matériaux nécessaires pour prototyper plus vite. À prototyper plus vite. Ensuite, ils font tester, si on continue dans la loupe, mais on le verra plus parce que vous avez vu pendant 10 minutes. Non, je vais le remettre, mais c'est correct. Si on continue dans la loupe, on fait le test. Donc on prototype à petite échelle quelque chose qu'on a pensé, qu'on se dit hey, c'était bon cette affaire-là. On le fait tester à petite échelle, on regarde si ça marche. S'il y a quelque chose qui marche pas dans les tests, on recommence. Fait que là, c'est un processus itératif dans cette section-là où on va recommencer à chaque fois. Et quand je dis qu'on recommence toujours plusieurs fois pour pouvoir aller plus loin, imagine-tu, tu crées un projet, un gros, puis tu te plantes. Ça t'a coûté de l'argent. Tu te crées un projet, tu le testes à petite échelle, ça va te coûter moins cher, et tu vas être plus en mesure de fournir un produit adéquat, puis de le vendre, puis de te rapporter quelque chose au final. Ouais, au final, c'est drôle à dire, on pourrait penser que ça prend plus de temps avant d'arriver avec quelque chose, mais pas vraiment. Non. Je pense que non. Non, le processus se fait assez rapidement, tu sais, ce genre. On peut travailler en petite équipe pour en arriver avec disons, un prototype viable, ce que j'en comprends. Puis après ça, d'y aller avec plus de gens, plus de ressources, puis d'y aller, mettons, à pleine échelle, à grande échelle. À grande échelle. Fait que c'est le processus de design thinking, puis c'est pas nouveau. J'ai fait un peu la liste des entreprises qui l'utilisent. Je vais vous montrer ça, ouais. On va vous passer les petits slides en même temps, là, pendant que je parle. Les entreprises qui l'utilisent, c'est dans la liste, on a Airbnb, IBM, Google, Uber. Donc, si on regarde un peu ce qu'on a sorti comme liste, on a ces petits-là ici. Avec Airbnb, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit on va utiliser un processus de design thinking, tout simplement, pour éviter la banqueroute et développer un modèle d'affaires gagnant. Donc, eux, quand ils ont prototypé leurs affaires, et quand ils ont fait la phase d'empathie, c'est ça qu'ils ont défini davantage dans la phase de compréhension. C'est qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça? C'est d'éviter la banqueroute, puis que le modèle d'affaires soit gagnant. Puis, une autre entreprise que je trouve particulièrement intéressante, c'est IBM, parce que chez IBM, ils ont une section entière de leur site, là. Tu peux peut-être même changer le truc, là, parce que... Ouais. Une section entière de leur site qui est consacrée totalement au design thinking. Fait que leur entreprise est quand même axée pas mal là-dessus. Fait que dans leur processus de création, c'est ça qu'ils utilisent
pour pouvoir innover. Donc avec cette façon de faire-là, on innove davantage que juste travailler tout seul dans son coin. Google, bien évidemment, ils sont dans la liste aussi. Ce sont les... on dit comment brainstormer comme un Googler, comme quelqu'un qui travaille chez Google. Donc eux, ils sont vraiment centrés là-dessus pas mal aussi. Ils ont une belle philosophie autour de ça, puis ils ont... on va partager dans les liens aussi sûrement en bas de la discussion les liens que j'ai sortis là. Et il y a Uber aussi, qui eux ils ont pensé à un système qui s'appelle devenir livreur de nourriture pour Uber, mais ça a été fait aussi avec la pensée design. Donc ils ont utilisé le modèle de la pensée design pour pouvoir élaborer ce concept là. C'est des gens qui comme toi et comme moi font la livraison via vélo ou peu importe. Oui, justement, j'avais été à Marmite sur le feu, à Montréal, qui est, by the way, ceux qui ne le savent pas, Yann vient de l'île de la Réunion, qui est un département outre-mer, si on dit bien. Département outre-mer. Exactement, de France, mais ils ont quand même une culture qui leur est très propre, je dirais, qui leur appartient, même s'il y a un mélange un peu de tout, là, mais à Montréal, il y a un bon restaurant qui s'appelle Marmite sur le feu. Puis, il y a peut-être une quinzaine de places, mais n'empêche qu'il fait un très bon produit, puis c'est bon, alors... j'ai pu remarquer qu'ils utilisaient justement les services de Uber Eats à Montréal pour être capable de livrer la nourriture. Puis pendant que j'étais là avec ma femme, les enfants, puis Damien. Puis on a peut-être passé 1 heure là-bas. Puis pendant 1 heure, puis on était tout seul. Là, donc c'était pas achalandé malheureusement. Mais pendant qu'on y était, il y a eu 6 livraisons. Donc il y a eu 7 clients. 7. Nous autres, on était une famille, mais il y a eu 7 clients alors qu'on était tout seul dans le restaurant. Puis Uber ont quand même probablement, comme tu dis, travaillé, regardé. Il y a plein de petites entreprises qui n'ont pas l'argent pour se payer un livreur. Fait que j'imagine il y a eu une année, ils ont trouvé qu'il y avait effectivement un besoin. Un besoin là, puis comment on va le combler? On a demandé à la population c'est quoi le meilleur moyen, j'imagine, pour pouvoir leur livrer la nourriture. Puis je veux clore sur ce sujet-là assez rapidement. Je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet-là. On parle de Montréal, Québec, Nike, Google, etc. Mais en région, on a une belle équipe. Je parlais d'André tout à l'heure. André Gobeil, avant de quitter son poste à Rivière-du-Loup, pour aller au Saguenay, c'était où je faisais? Chicoutimi! Excuse André. Chicoutimi, il est parti avec un petit groupe avec David Guimont et sa conjointe Rachel. Ils ont parti un groupe, c'était quelques-uns, qui s'appelle le LIO, c'est l'innovation ouverte de Rivière-du-Loup. C'est une cellule, un groupe de personnes, des chercheurs, qui travaillent ensemble afin de trouver des solutions à des problèmes qu'on a en général en région. Et je dis que c'est des chercheurs parce que tout récemment, cette OBNL-là, ils ont reçu la certification de Centre collégial de transfert en technologie. Donc ils ont été reconnus, qui sont affiliés directement avec le Cégep de Rivière-du-Loup. Donc ça, c'est CCTT, c'est ça? CCTT. C'est la même chose que le Cégep de Matane A, d'ailleurs? Oui, avec le Cédrin, c'est la même chose. Mais le Cégep de Matane avec le Cédrin, donc c'est vraiment... un centre de transfert de technologie. Exactement. Fait qu'ils utilisent leurs connaissances pour les transférer au sein de si je comprends bien, ces types-là, c'est pas de créer ton propre truc puis de le développer, c'est vraiment de partager. Là. Ouais, eux, ils t'aident à concevoir ce qu'il y a en arrière. Ce sont des facilitateurs, ce sont des idéateurs. J'avoue que ça doit être drôle. D'habitude, on est habitué de travailler dans une entreprise où on cache tout et on veut rien dire. Même tous les employés doivent pas être habitués d'être en mode facilitateur. Ça doit être assez différent de partir d'une entreprise privé, mettons dans le jeu vidéo, puis d'aller au Cédrin. En tout respect pour les deux, là, c'est pas, ça doit être quand même différent comme idée totale de l'entreprise. Puis tu sais, il y a un gros enjeu aussi en région, c'est qu'on est plusieurs entreprises qui travaillent dans plusieurs domaines différents. Et mettre en commun ces entreprises-là, des fois, on le voit comme de l'espionnage industriel. Mais il y a une culture, il y a une littératie, je pense, je dirais même plus, à aller inculquer à ces entrepreneurs-là ou à ces personnes-là pour les faire comprendre que oui, tout seul, tu as fait quelque chose de beau, mais est-ce que ce que tu vas faire va être vraiment utile? Puis est-ce que tu n'auras pas perdu ton temps à créer ton affaire tout seul? Puis penses-tu que si tu le fais en groupe, si tout le monde s'ouvre, est-ce qu'on va être capable de travailler sur quelque chose qui va être porteur pour la région? J'ai une belle discussion la semaine dernière avec les gens du milieu numérique. Puis on a une belle discussion là-dessus, puis je suis encore convaincu que les façons de travailler ont changé. Puis pour pouvoir mettre Matane sur la map au niveau du numérique encore plus que l'on est, il faut faire un projet porteur, qu'on travaille ensemble, puis qu'on le propulse ensemble dans un espace de co-création comme celui-là. C'est convaincant, je pense que oui. C'est convaincant, mais tu sais, on pourra en parler longtemps. On pourra en parler longtemps. De toute façon, actuellement, il y a un modèle qui fonctionne. Est-ce qu'il vous plaît?
Est-ce qu'on pourrait faire mieux selon vous, ou bien qu'on est déjà au maximum de l'amélioration qu'on pourrait avoir de notre ville? Si vous considérez qu'il y a amélioration, il y a place à amélioration, c'est peut-être ce genre de choses-là qu'il faut voir. Et pour ceux que ça intéresse, il y a des cellules qui sont en train de se mettre en place, justement des cellules comme celle-là. Actuellement, c'est déjà créé en Gaspésie, des cellules de création et d'innovation dans le domaine culturel, numérique et touristique. C'est des gros secteurs. Et dans le côté du Bas-Saint-Laurent, il y a quelque chose qui se prépare aussi. Ah ouais, cool. Alors, merci Yann. Ça fait plaisir. Tout de suite après, moi je vous parle de jeux vidéo, papa, enfant. Pas juste garçon, petite fille, je vous parle de ça tout de suite après, ça va me faire vraiment plaisir. Yes.